Les personnages représentés étaient des anciens Écossais dépeints par l'histoire comme de redoutables guerriers peints craints même par les Romains. Qui étaient-ils? Étaient-ce des guerriers sauvages venus d'Europe de l'Est comme l'affirmaient les auteurs romains, ou bien les premiers habitants de l'Écosse, une civilisation disparue? Pour la première fois, nous avons la réponse, et cela provient directement de leur ADN. Une nouvelle étude a décrypté le génome Pict. Leur découverte ne se contente pas de réécrire l'histoire. Elle soulève une toute nouvelle énigme qui semble défier toute logique. Nous allons vous montrer précisément ce que cette nouvelle science révèle sur les véritables et mystérieuses origines des Pictes avant même l'analyse de leur ADN. Pendant plus de 1000 ans, les Pictes sont constitués la plus grande énigme historique d'Écosse, peuple originel du Nord. Ils formaient un groupe puissant et raffiné qui dominait les terres situées au nord de l'Angleterre actuelle. Il ne s'agissait pas de simples tribus dispersées, ce que l'on oublie souvent. C'est qu'ils étaient organisés puissants et d'un talent artistique exceptionnel. Ils formèrent des royaumes, érigèrent d'imposantes fortifications et furent si efficaces militairement qu'ils mirent un terme à l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu, l'armée romaine. Ce sont les Romains qui leur donnèrent leur nom. En 297 après Jésus-Christ, un auteur romain utilisa pour la première fois le terme « Picti », qui signifie « le peuple peint » ou « le peuple tatoué ». C'était un nom qui inspirait crainte et admiration. Les soldats romains se terraient derrière leurs murailles massives. D'abord le mur d'Adrien, puis le mur d'Antonin racontaient les exploits des féroces guerriers de Calonie, ces terres du Nord. Ces hommes, disait-on, chargeaient au combat, le corps couvert de motifs bleus complexes. Un spectacle terrifiant pour les légions disciplinées. Pendant des siècles, les Picts incarnèrent l'autre absolu. Les barbares sauvages, aux confins du monde connu. Les légions romaines avaient conquis des territoires allant des déserts de Syrie aux forêts de Germanie. Mais elles ne parvinrent pas à conquérir le nord de l'Écosse. Elles érigèrent le mur d'Adrien, une fortification massive de 73 mètres de long, uniquement pour repousser les tribus du nord. Ils tentèrent même de construire un autre mur plus au nord, le mur d'Antonine, mais ils ne purent le résister. Les Picts et leurs voisins étaient trop acharnés. Pour les Romains, c'était la limite absolue de la civilisation. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Lorsque les Romains finirent par plier bagages et quitter la Bretagne au début du 4e siècle, les Picts ne disparurent pas pour autant. Ils firent une apparition fulgurante. Ils établirent l'un des royaumes les plus puissants du haut Moyen-Âge britannique. Un territoire qui s'étendait sur de vastes portions du nord et de l'est de l'Écosse. Et ils ont laissé derrière eux un héritage qui n'a cessé de déconcerter les experts depuis lors. Ils n'ont laissé ni livres, ni récits historiques, ni lettres. Au lieu de cela, ils ont laissé des pierres. Partout dans le paysage écossais des îles balayées par les vents d'Orkney et des Shetland jusqu'aux plaines fertiles de l'Est. Ils ont érigé des monuments massifs et magnifiquement sculptés. Ce sont les pierres symboliques Pictes et elles constituent pour le moins l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Environ 350 de ces pierres ont subsisté. Elles sont recouvertes d'un langage symbolique que personne ne parvient encore aujourd'hui à déchiffrer entièrement. On y trouve d'élégantes sculptures d'animaux loups, cerfs, aigles et saumons. Celles-ci sont réalisées dans un style artistique unique et raffiné, à 1000 lieues de l'art rudimentaire auquel on pourrait s'attendre. On y trouve également des objets du quotidien comme des peignes et des miroirs, qui pourraient avoir symbolisé le pouvoir ou le statut féminin. Et puis, il y a ces étranges symboles abstraits des motifs que les érudits modernes ont baptisés comme le croissant et la tige en V, le double disque et la tige en Z et le rectangle dentelé. Et bien sûr, il y a le plus célèbre de tous, une créature nageuse bizarre ressemblant à un éléphant connu sous le nom de bête picte. Personne ne sait ce que c'est. Certains l'ont comparé à un hippocampe ou à un dauphin. D'autres ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'une représentation ancienne du monstre du Loch Ness. Qu'était-ce donc? S'agissait-il d'une langue écrite, d'une forme d'héraldique où chaque symbole représentait une grande famille ou un clan d'un ensemble d'icônes religieuses? Nous l'ignorons. Le peuple qui les a sculptés semble avoir disparu de l'histoire aux alentours du 9e siècle. Leur culture et leur langue se sont évanouies lorsqu'ils se sont fondus dans le royaume des Galaises pour former celui qui deviendrait l'Écosse, faute de traces écrites. Il ne nous reste que les légendes, et ces légendes étaient fascinantes. Du Moyen Âge à nos jours, les historiens se sont passionnés pour deviner leurs origines. D'où venait ce peuple puissant? Artistique et redoutable, les théories étaient aussi exotiques que les images elles-mêmes.
L'histoire la plus célèbre nous vient d'un érudit respecté du nom de Bede, écrivant au 8e siècle. Il affirmait que les Picts étaient des envahisseurs venus d'une contrée appelée Sillé, un vaste territoire proche de la mer Noire en Europe orientale. La légende raconte qu'ils auraient dérivé en mer manquée l'Irlande et débarqué en Écosse. D'autres prétendaient qu'ils venaient de Thrace dans les Balkans. Certains disaient même qu'il s'agissait d'une tribu perdue, originaire d'îles mystérieuses situées loin au nord de la Grande-Bretagne. Ces récits d'origines exotiques ont été populaires pendant des générations. Ils brossaient un tableau romantique de mystérieux guerriers peints arrivant sur les côtes écossaises, apportant avec eux des coutumes étranges et une langue inconnue. Pendant des siècles, cette histoire a fait consensus. Les Picts étaient des étrangers. Mais était-ce vrai jusqu'à présent impossible de le savoir? Seules des spéculations subsistaient, du moins, jusqu'à ce que les scientifiques se tournent vers la seule chose qui ne ment jamais, l'ADN. Leur objectif était d'utiliser enfin les techniques génétiques les plus pointues pour résoudre le mystère. Mais leur découverte fut bien plus qu'une simple réponse. Ce fut une véritable bombe qui allait tout changer. Pourtant, l'histoire de leurs origines allait s'avérer être la découverte la moins surprenante. La question centrale était simple si les Picts n'étaient pas originaires de la région d'où venaient-ils. Pour y répondre, les scientifiques avaient besoin de quelque chose capable de survivre à 2 ans de sol écossais acide des restes humains. Ce n'était pas une mince affaire. En effet, les vestiges de l'époque Picte entre 300 et 900 après Jésus-Christ environ sont extrêmement rares. Le sol écossais est réputé pour être peu propice à la conservation des ossements et les pratiques funéraires Pictes elles-mêmes restent un mystère. Nombre d'entre eux ont probablement été incinérés ou enterrés de manière à ne laisser aucune trace. Pendant des années, des archéologues ont fouillé des sites au cœur du territoire Picte. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par des scientifiques de Liverpool, de l'Université John Moores et de l'Université d'Aberdeen a décidé de s'attaquer de front à ce mystère. Véritables chasseurs de fantômes génétiques, ils recherchaient les traces biologiques d'un peuple disparu. Leurs recherches se sont concentrées sur 2 cimetières Pictes majeurs. Le premier site était London Links, situé sur la côte est de l'Écosse, au cœur du sud de Pixeland. Ce cimetière était particulier, réputé pour ses impressionnants monuments de pierre et ses sépultures complexes. Il fut découvert au 19e siècle lors du creusement d'une voie ferrée qui mit au jour un monticule de sable rempli de squelettes. Les tombes contenaient des boîtes en pierre appelées kistes longs, qui abritaient les restes. On pense qu'il s'agissait d'un lieu de repos pour des personnes de haut rang inhumées dans un endroit privilégié dominant la mer. Le sol sableux, véritable cauchemar pour les agriculteurs, était en réalité plus propice à la conservation des ossements que les tourbières acides de peat que l'on trouve ailleurs. Le second site était Ballintoe dans l'Easter Ross, beaucoup plus au nord, représentant le royaume Picte septentrional. Il s'agissait d'un autre cimetière également situé près de la côte, qui a permis aux chercheurs d'établir une comparaison géographique cruciale. Au nord, les mêmes Pictes qu'au sud ensemble, ces 2 sites ont permis aux chercheurs d'obtenir des informations précieuses sur le monde Picte. L'équipe dirigée par le docteur Adeline Moores a réussi un exploit autrefois considéré comme impossible. Son équipe a dû travailler dans des salles blanches spécialisées, semblables à celles que l'on voit dans les films de science-fiction. L'ADN ancien ou l'ADN moderne est incroyablement fragile. Il se fragmente en minuscules morceaux avec le temps. Et le pire ennemi est la contamination. Une simple cellule de peau ou le souffle d'un chercheur contemporain peut ruiner un échantillon vieux de plusieurs milliers d'années. Les scientifiques, vêtus de combinaisons intégrales, ont dû extraire de minuscules quantités de poudre d'ose des parties les plus denses des squelettes, souvent le petit osselet de l'oreille interne, l'un des plus durs du corps humain. Grâce à ce travail minutieux, ils ont réussi à extraire de l'ADN ancien de 8 individus différents. 7 provenaient de London Links et 1 de Ballintoe. Dans le domaine de la génétique ancienne, l'obtention de 8 échantillons datant de cette période représente une avancée majeure. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont pu séquencer 2 génomes complets de haute qualité, soit l'intégralité du patrimoine génétique d'un individu, un pour chaque site. Ils ont également obtenu l'ADN mitochondrial transmis uniquement par la mère de 7 individus. C'était la clé, pour la première fois. Ils ne se fiaient plus à des conjectures basées sur des pierres ou des rumeurs romaines. Ils possédaient le véritable code biologique à l'origine des photos. Ils disposaient de données concrètes,
L'équipe a ensuite comparé ces anciens génomes Pictes à une immense base de données de plus de 8300 autres génomes anciens et modernes. Cela leur a permis de situer les Pictes dans le puzzle de l'histoire européenne. Étaient-ils apparentés aux populations de la mer Noire? Étaient-ils liés au peuple des Balkans? Les anciennes légendes étaient-elles fondées? Les résultats furent stupéfiants. Les analyses ADN ont porté un coup fatal à tous les mythes exotiques concernant leurs origines. L'idée que les Picts provenaient de Saya était totalement fausse. Aucune preuve génétique n'a été trouvée. La théorie selon laquelle ils seraient originaires de Thrace ne reposait sur aucun lien. Les récits romantiques les décrivant comme de mystérieux envahisseurs venus de contrées lointaines n'étaient que pure fiction. La vérité révélée par l'ADN était bien plus profonde. Les Picts n'étaient pas des immigrants mystérieux. Ils étaient originaires de la région. Leurs gènes ont prouvé sans l'ombre d'un doute qu'ils descendaient des populations locales de l'âge du fer qui vivaient en Grande-Bretagne depuis des générations avant même l'arrivée des Romains. Leurs ancêtres étaient les mêmes personnes qui occupaient ces terres depuis 1000 ans, voire plus. Ils étaient à tous égards le peuple originel d'Écosse. Ce fut une révélation pour l'archéologie. Cela a fondamentalement changé notre compréhension de l'identité des Picts. Ce n'étaient pas des envahisseurs, c'étaient des autochtones. Leur culture unique, leur art singulier, leur puissant royaume, tout cela n'était pas importé d'ailleurs. C'était leur patrimoine local. C'était un produit du sol écossais lui-même. Mais alors que cette révélation commençait à faire son chemin, les scientifiques ont examiné les données de plus près. Et c'est là qu'ils ont découvert autre chose, quelque chose d'incompréhensible. Ils avaient résolu le mystère de l'origine des Picts pour se retrouver face à un nouveau paradoxe, encore plus incroyable. Un paradoxe qui allait bouleverser complètement la carte génétique de la Grande-Bretagne. Une incohérence génétique. C'est cette partie de la découverte qui défie toute logique. L'équipe possédait l'ADN Pict. Ils savaient que les Picts étaient originaires de la région. L'étape suivante, tout à fait logique, consistait à identifier les personnes vivantes actuelles les plus proches d'eux. La réponse semblait simple à tous. Le cœur du territoire Pict situé comme chacun sait à l'est et au nord de l'Écosse était l'endroit où se trouvait leur royaume et où l'on trouve la grande majorité de leurs pierres à symboles. C'est également là que se situent les cimetières de London Links et de Ballantor. Logiquement, les populations actuelles de l'Est et du Nord de l'Écosse devraient être les plus proches parents vivants des Picts. C'est du bon sens. Lorsqu'on découvre des ossements anciens à un endroit, on s'attend à ce que leurs descendants y vivent encore. Or, les analyses ADN ont donné un résultat diamétralement opposé. L'analyse, qui a recherché de longues séquences d'ADN partagées, a révélé que les anciens Picts n'étaient pas plus proches des populations actuelles de l'Est de l'Écosse. Loin de là, en réalité. Le génome picté présentait des similitudes génétiques plus fortes avec les populations actuelles de l'ouest de l'Écosse, du pays de Galles, d'Irlande du Nord et d'Ombré du Nord. Dans le nord de l'Angleterre, réfléchissez-y. L'ADN des rois et nobles Pictes enterrés au cœur de leur royaume oriental est aujourd'hui le plus abondant en Occident, là même où vivaient leurs principaux rivaux, les Gales de Dalriata. C'est comme si l'on séquençait l'ADN d'un pharaon de Gizeh et que l'on découvrait que ses plus proches parents vivants se trouvent tous en Afrique du Sud. C'est totalement incompréhensible. Comment est-ce possible? Ce que beaucoup ont négligé pendant des années, c'est que l'histoire ne se résume pas à savoir qui a habité un lieu en premier. Elle concerne aussi ceux qui sont venus après. Les chercheurs ont compris que ce paradoxe n'était pas dû à une erreur dans les données. Ce sont les données qui leur ont révélé une nouvelle histoire complexe. Le mystère de l'ADN Pict disparu à l'Est est en réalité la réponse à leur sort. Alors que s'est-il passé à l'Est? En deux mots nouveaux arrivants. Tout d'abord, à partir du 5e siècle, les Anglo-Saxons commencèrent à migrer vers la Grande-Bretagne depuis l'Europe continentale, notamment depuis des régions correspondant aujourd'hui à l'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Ils progressèrent vers l'ouest et leur empreinte génétique devint extrêmement forte dans le sud et surtout dans l'est de l'Angleterre. Cette vague génétique ne s'arrêta pas aux frontières actuelles. Elle s'étendit jusqu'à ce qui allait devenir le sud-est de l'Écosse. Cette nouvelle population commença à se mélanger aux populations locales et à remplacer le patrimoine génétique ancien. Mais le véritable bouleversement vint du nord, les Vikings. À partir de la fin du 8e siècle, les Vikings originaires, pour la plupart de Norvège, lancèrent leur célèbre raid. Mais ils ne se sont pas contentés de piller et de partir. Ils s'y installèrent. Ils colonisèrent et s'établirent sur de vastes régions du nord et de l'est de l'Écosse. Les îles d'Orkney et des Shetland territoires Pictes furent entièrement conquises.
Elles devinrent de fait des colonies norvégiennes pendant des siècles. Cette présence viking fut également importante tout le long de la côte Est au cœur même du territoire picte. Ils apportèrent leur propre patrimoine génétique norvégien, leur langue et leur culture se mêlant si profondément à la population picte locale que dans de nombreux endroits. L'héritage génétique picte fut fortement dilué. On assiste donc à un important mouvement de migration avec l'arrivée des Anglo-Saxons du sud-est et des Vikings du nord-est, tous deux convergeant vers le cœur du territoire picte. Parallèlement, que se passait-il à l'ouest? Cette région était plus isolée de ces migrations spécifiques. Les populations de l'Ouest ainsi que celles du pays de Galles et d'Irlande du Nord étaient relativement plus protégées. Ils devinrent une sorte de refuge génétique préservant une empreinte génétique pré-anglo-saxonne et pré-viking. La découverte surprenante est que les Pictes sont les ancêtres des populations de Grande-Bretagne. Leur ADN est identique à celui des anciens peuples du pays de Galles et d'Irlande du Nord. Si leur ADN est aujourd'hui plus répandu dans l'ouest de l'Écosse, ce n'est pas parce que les Pictes s'y sont installés, mais parce que l'ouest a conservé une composition génétique similaire à celle de toute la Grande-Bretagne. Du nord, avant l'arrivée de nouveaux groupes qui ont modifié le paysage génétique de l'Est picte. Les Pictes n'ont pas disparu. Les populations de l'Est ont simplement eu de nouveaux voisins qui se sont mélangés à leur culture, contrairement à celle de l'Ouest. C'était une approche révolutionnaire pour comprendre la carte génétique de l'Écosse. L'ADN recelait un autre secret, qui allait anéantir l'une des théories les plus anciennes et les plus étranges concernant les Écossais. Ce secret portait sur la manière dont ils choisissaient leur roi, et tout était faux. L'ADN maternel. Pendant des siècles, l'un des faits les plus bizarres et les plus célèbres concernant les Écossais était leur système d'hérédité, les historiens. À commencer par le célèbre érudit anglo-saxon Bede en 731 après Jésus-Christ, pensant que les Écossais pratiquaient la filiation maternelle. Bede était l'un des érudits les plus respectés de son époque. Ses écrits ont longtemps fait autorité en matière d'histoire, et il y affirmait qu'en cas de conflit pour le trône picte, le roi serait choisi par une lignée féminine plutôt que masculine. Cette idée a fasciné les historiens pendant des générations. Il s'agit d'un système très rare où le pouvoir et l'héritage se transmettent non pas de père en fils, mais par les femmes. Selon cette théorie, un roi picte n'était pas remplacé par son propre fils, mais par son frère ou son neveu, plus précisément le fils de sa sœur. Cette idée fut renforcée par l'étude des listes royales pictes. Il s'agit d'une série de documents anciens recensant les noms des rois pictes. Lorsque les chercheurs tentèrent de retracer la filiation, ils constatèrent que les pères et les fils se succédaient rarement. Les noms des pères des rois semblaient souvent ne pas être d'origine picte. Ils ressemblaient davantage à des noms de royaumes gaéliques ou gallois. Ceci donna naissance à une théorie romantique, celle d'une société où les femmes détenaient le pouvoir de transmission du lignage. Peut-être imaginait-il que les Pictes pratiquaient de la matrilinéarité où les femmes restaient toute leur vie dans leur village natal et leurs maris devaient venir vivre avec elles. C'était une idée exotique et fascinante qui rendait les Pictes encore plus mystérieux et différents de tous leurs voisins. Mais voilà le hic. Était-ce vrai? L'étude de l'ADN a enfin permis aux scientifiques de le vérifier. La clé résidait dans le cimetière de London Links. L'équipe disposait d'ADN mitochondrial ADNMT provenant de 7 individus différents qui y étaient enterrés. Rappelons que l'ADNMT est particulier. Il est transmis uniquement de la mère à ses enfants. Votre ADNMT est identique à celui de vos mères, de vos grands-mères et de vos arrière-arrière-grands-mères, et ainsi de suite. Il s'agit d'une lignée maternelle parfaitement ininterrompue. Par conséquent, si les populations pratiquaient le karyotype matrimonial, c'est-à-dire si les femmes restaient dans leur communauté d'origine et étaient enterrées avec leurs proches maternels, les scientifiques s'attendaient à trouver une grande quantité d'ADNMT partagée. Ils s'attendaient à trouver des mères, des filles et des tantes et des cousines enterrées ensemble partageant toute la même lignée maternelle. Ils s'attendaient à découvrir des regroupements génétiques indiquant que les femmes de cette ville étaient toutes apparentées. Or, les résultats des 7 échantillons ont révélé exactement le contraire. Chacune des 7 personnes testées présentait une mutation unique de son ADN mitochondrial. Cela signifie qu'aucun d'eux n'était étroitement apparenté du côté maternel. La diversité génétique de ce cimetière était incroyablement élevée. C'est un véritable coup de massue pour la théorie matronique. Les données génétiques ne soutiennent absolument pas un système matronique. Au contraire, elles suggèrent l'inverse.
La diversité des lignées maternelles indique que les femmes se déplaçaient vers cette communauté au lieu de s'y installer durablement. Cette pratique est appelée exogamie féminine. Les femmes se mariaient en dehors de leur groupe social et venaient vivre avec leur mari. Ce système bien plus répandu dans le monde est fortement suggéré par l'ADN. Alors, pourquoi la liste royale semble-t-elle si étrange, ce qu'on oublie souvent de préciser? C'est que la filiation maternelle n'est pas la même chose que le mariage d'hommes avec des princesses étrangères. Les rois Pictes étaient probablement des rois comme les autres, dont les fils ou les frères leur succédaient. Mais ils menaient aussi des stratégies politiques avisées. Ils mariaient les filles des rois des royaumes voisins, Galéens, Gallois, Angles, pour former des alliances. Les noms étrangers figurant sur les listes royales n'étaient pas ceux des rois, mais ceux des pères des épouses. Les Pictes n'étaient pas une étrange société matriarcale, c'était un royaume politiquement avisé comme tous les autres. L'ancienne théorie n'était qu'une mauvaise interprétation de documents confus. L'ADN avait désormais prouvé que les Pictes étaient d'origine locale et non étrangère. Il avait résolu le paradoxe Est-Ouest et démystifié le mythe de la filiation maternelle. Le tableau s'éclaircissait. Les Pictes n'étaient pas des êtres exotiques. Ils constituaient le fondement de l'ancienne Grande-Bretagne, mais un mystère demeurait. Ces étranges symboles silencieux gravés sur les pierres, la vérité de leur disparition. Qu'est-il donc advenu des Pictes? C'est là le dernier et peut-être le plus grand mystère du Moyen Âge. C'est une question qui hante historiens, archéologues et rêveurs depuis 1000 ans. Pendant des siècles, leur histoire extraordinaire a été racontée non comme une histoire, mais comme une disparition. Vers le 9e siècle, les livres d'histoire, les chroniques méticuleuses tenues par les moines irlandais et les érudits anglais cessent tout simplement d'en parler. C'est l'un des silences les plus abrupts et les plus déconcertants de toute l'histoire. C'est comme si une nation entière, un royaume farouche et raffiné qui avait existé pendant plus de 600 ans, un peuple qui avait tenu tête aux légions de l'Empire romain s'était volatilisé. Leur langue, aujourd'hui à jamais disparue, s'est évanouie des collines. Leur symbole unique et fascinant, ces sculptures complexes d'animaux, de miroirs et de croissants qui parsèment encore le paysage écossais ont cessé d'être gravés. Leur nom même Picti, les pins, comme les appelaient les Romains, s'est perdu dans les airs. Il a été remplacé par un nouveau nom étranger, les Écossais. L'homme au cœur de cette histoire, le principal suspect de leur disparition, est Kenneth MacAlpin. L'histoire raconte qu'aux alentours de 843 après Jésus-Christ, ce roi des vents de Dalriada, un royaume de l'Ouest, correspondant à l'actuel Argol, devint également roi des Picti, le royaume dominant de l'Est. Les deux royaumes rivaux, pendant des siècles parfois alliés, se trouvèrent soudainement unis. Ce nouveau royaume unifié fut appelé Alba, qui signifie « terre » en gaélique. Ce royaume d'Alba allait devenir avec le temps le fondement de l'Écosse moderne. Mais comment cette union s'est-elle réalisée? Comment un roi rival peut-il devenir le roi de ses puissants voisins? C'est là que le mystère s'épaissit et que commencent les sombres légendes. S'agissait-il d'une conquête violente, les Gaëls? Un peuple venu d'Irlande du nord des siècles auparavant ont-ils envahi et anéanti la noblesse picte? C'était une théorie très répandue. Simple et brutale, elle explique le silence. Une noblesse morte ne peut régner et un peuple conquis ne peut parler sa propre langue. Une légende sombre et dramatique connue sous le nom de trahison de Scone décrit même comment cela aurait pu se produire. Selon cette histoire, Kenneth MacAlpin, consolidant son nouveau pouvoir, invita les 7 comtes de Pictolène, les Moray, les grands seigneurs régionaux et les plus puissants nobles pictes à un grand festin à Scone au cœur du territoire picte. Il était venu discuter de l'avenir des deux royaumes, partager un repas, faire la paix. Mais selon la légende, les Gaëls lui avaient tendu un piège. Ils avaient piégé les bancs où siégeait le seigneur picte. À un signal convenu, peut-être un simple geste de Kenneth levant sa coupe, les verrous furent actionnés. Les bancs s'effondrèrent, précipitant les Pictes imprudents dans des fosses creusées sous le plancher. Là cachés et prêts à les accueillir, se trouvaient des guerriers gaéliques armés qui mirent fin à l'aristocratie picte en une seule nuit sanglante de trahison. C'est une histoire de trahison digne d'un film. Elle répond parfaitement à la question de la disparition. En un instant, les Pictes furent décapités. Leurs chefs avaient disparu. Leur structure de pouvoir s'est effondrée et leur royaume était mûr pour la conquête. Mais est-ce vrai? Ce que de nombreux historiens ont négligé, c'est que ce récit macabre a été consigné par écrit des siècles après les faits supposés, probablement par des auteurs désireux de légitimer la nouvelle dynastie gaïque. L'histoire paraissait trop belle.
Et il y avait un autre problème plus profond, un paradoxe défiant toute logique. Les textes historiques laissaient entendre un remplacement total. Les Galaises ont pris le pouvoir, leur langue s'est imposée, leur nom a triomphé. Or, l'archéologie racontait une toute autre histoire. Les villages pictes n'ont pas été incendiés. Les forteresses pictes n'ont pas été érigées. La vie du peuple a continué comme si de rien n'était. Il y a eu continuité, pas conquête. Comment peut-on avoir un remplacement culturel total et une continuité démographique totale? L'analyse ADN, véritable code génétique de ce peuple, nous apporte enfin la réponse. Et c'est l'explication la plus logique et la plus plausible. Les Pictes n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été exterminés lors d'un bain de sang. Ils n'ont pas été remplacés. Ils ont simplement été renommés. L'ADN prouve sans équivoque que les Pictes et les Gaels étaient déjà génétiquement presque identiques. Ils appartenaient tous deux à ce même patrimoine génétique britannique ancestral présent dans les îles britanniques depuis l'âge du fer des milliers d'années auparavant. Les Gaels. Vénus d'Irlande du Nord n'étaient pas d'une race différente. Il s'agissait simplement de cousins ayant traversé la mer étroite eux-mêmes, descendants de cette même population ancienne. L'analyse ADN démontre qu'il n'y a pas eu de remplacement massif de population. Il n'y a pas eu de génocide. Il n'y a pas eu de grande disparition. Le patrimoine génétique de l'Écosse est resté inchangé au 9e siècle. Cette découverte fait de la trahison de Scone non seulement une sombre légende, mais une impossibilité biologique. On ne peut remplacer un peuple génétiquement identique au sien. Ce qui s'est produit, c'est un bouleversement culturel. Il s'agissait d'une prise de contrôle politique et linguistique et non génétique. Les deux groupes, les Picts et les Galaises, ont fusionné. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, une culture est devenue dominante. En l'occurrence, la culture gaélique. Pourquoi les raisons étaient pragmatiques, non surnaturelles? Les Vikings pillaient tout sur leur passage, anéantissant les anciens ordres. Kenneth MacAlpin était probablement un fin stratège politique. Peut-être même un grand chef de guerre qui a su forger des alliances. Il est fort probable qu'il ait eu une mère picte, car les mariages mixtes au sein de la noblesse étaient courants depuis des siècles. Il ne s'agissait pas d'une invasion, mais de l'aboutissement d'une longue fusion familiale, l'une des branches de la famille obtenant le droit de donner son nom à la famille. La langue gaélique se répandit et devint la langue de la nouvelle cour unifiée. Surtout, elle était la langue de la puissante et prestigieuse Église basée sur l'île gaélique d'Iona. Pour réussir, obtenir un poste d'influence, s'adresser aux abbés et aux rois, il fallait parler gaélique. La langue picte, probablement une langue celtique apparentée aux Gallois, a peu à peu disparu. Elle était sans doute considérée comme démodée, la langue des grands-parents. La langue de l'Ancien Empire. En quelques générations, ceux qui étaient génétiquement sélectionnés à 100% commencèrent tout simplement à se nommer Écossais. Ils ont adopté la nouvelle langue et la nouvelle identité unifiée. Les Picts n'ont pas disparu. Ils sont simplement devenus Écossais. Ce qui rend cette nouvelle science de l'ADN si révolutionnaire, c'est qu'elle dissocie les individus de leurs étiquettes culturelles. Elle nous oblige à dépasser les noms que l'histoire nous a légués. Elle démontre que les Picts, les Gaels, les Gallois et les anciens Britanniques n'étaient pas des races fondamentalement différentes en quête de suprématie. Ils appartenaient tous à une même famille. Les frontières qui les séparaient, les causes pour lesquelles ils se sont battus et sont morts, étaient d'ordre politique et linguistique non biologique. En résolvant le mystère des Picts, ces recherches les ont démystifiés. Elles les ont sortis du domaine du mythe de ces envahisseurs exotiques au visage peint en bleu et de ces sociétés matriarcales étranges, pour en faire des êtres humains à part entière. Ils étaient le peuple autochtone d'Écosse, une culture sophistiquée de l'âge du fer, qui développa un style artistique unique, résista aux Romains, bâtit un royaume, puis se fondit lentement et en grande partie pacifiquement avec leurs cousins pour en créer un encore plus vaste. Leur héritage génétique, leur code source n'est pas perdu. Ce n'est pas un mystère. Il coule dans les veines de millions de personnes en Écosse occidentale, au pays de Galles et en Irlande du Nord aujourd'hui. Les Écossais n'ont jamais disparu. Ils sont les Écossais. Nous avons simplement cessé de les appeler par leur nom. L'ADN a donné une voix à un peuple resté silencieux pendant 200 ans. Cela prouve que l'histoire n'est pas toujours synonyme de disparition, mais de transformation. Mais cela signifie-t-il que nous avons tout résolu? Ou bien venons-nous de percer un nouveau mystère si ce voyage dans le passé vous a plu? N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations approfondies des mystères de l'histoire.